Bon, du coup, aujourd'hui, on parle de mon sujet favori, c'est les arbres. Et je vais peut-être revenir. Et donc, les arbres, ils ont des atouts par rapport aux listes chaînées et aux listes contiguës qu'on a vues. Et ils ont l'avantage d'être dynamiques comme les listes chaînées, mais ils ont des performances qui sont quand même très intéressantes, qui sont plus intéressantes que les listes chaînées. Parce qu'ici, on va diviser nos problèmes en deux, typiquement une recherche. On va diviser en deux et en deux et en deux, parce qu'on va utiliser ce qu'on appelle des arbres binaires. Donc, on va revenir dessus plus en détail. Mais ça reste quand même assez intéressant parce qu'on retrouve la dichotomie sur un arbre qui est équilibré. On retrouve la dichotomie comme les recherches qu'on fait sur les tableaux. Du coup, ça nous fait un truc assez intéressant. Faut voir aussi que pour arriver à des arbres équilibrés, il faut avoir une insertion qui est aussi spéciale, un peu comme une insertion ordonnée. Sur les arbres, c'est spécial parce qu'on va suivre une règle où toutes les valeurs plus petites ou égales vont à gauche, toutes les valeurs plus grandes ou égales plus grandes vont à droite. Et puis, ça nous permet d'avoir un arbre ordonné pour faire des recherches rapides. Ensuite, une des choses qu'on a simplement pas trop le temps de traiter, c'est l'équilibrage des arbres parce que, à différence des listes chaînées ou des tableaux, ils peuvent devenir déséquilibrés. Du coup, ça peut impacter l'arbre. Ah oui, là, je vois. J'ai perdu mes notes que j'avais quelque part. OK, 8h09, on va bientôt fermer l'émargement. J'ai perdu mes notes. Bravo. Comme vous voyez, c'est 8 heures pour moi aussi, hein. OK. Du coup, il y a une partie, c'est peut-être pas hyper clair au début, mais donc je vais essayer d'aller vite et puis on revient sur du code. Et je ne sais pas si ça vous a plu l'autre jour quand j'ai fait du code sur le terminal ou pas, est-ce que si c'est plus clair, mais c'est ce que je pensais tenter aujourd'hui aussi. J'ai tellement de retours de votre part sur les enseignements et tout que Ah je oui, ne oui, sais non. pas quoi faire. Non, moi j'ai bien aimé, ouais, sur le terminal, au moins c'est bien, on voit directement OK. comment Ouais, implémenter les choses. j'ai trouvé c'est peut-être plus intéressant pour moi quand j'explique le code, quand je le fais, que de vous envoyer juste un fichier de texte et que vous vous débrouillez avec. Oui, voilà, Ou même, personnellement, je préfère voilà, comme ça en direct avec les explications. OK, très bien. On va fermer le pôle, c'est 8h10. 31 personnes, pas mal. Donc les arbres, c'est des informations hiérarchisées, typiquement. Et celui qui va nous intéresser le plus, c'est les arbres binaires, parce que ça va nous permettre de faire des recherches rapides et ils seront ordonnés. Mais il n'y a pas que les arbres binaires dans la vie, il y a quand même des arbres NR, il y a des arbres des différents types d'infos. Si vous avez déjà vu du HTML ou du XML, des fichiers comme ça qui sont hiérarchiques, vous voyez qu'il y a un nœud par rang en XML typiquement ou en HTML. Et ensuite, vous avez des balises qui sont intérieures à celui-là et puis des sous-balises, des sous-balises. Donc, tu as des espèces de nœuds fils et puis des nœuds fils de fils, nœuds fils de fils. Et sur beaucoup de documents qui sont structurés comme ça, on va retrouver ce type de format. Du coup, les arbres, ça nous permet euh, de naviguer facilement dedans, de rajouter, de supprimer. Par ailleurs, si vous connaissez un peu HTML, il y a aussi le DOM dont on parle, qui est la structure du document de la page HTML que vous visitez. Et c'est pareil, c'est structuré en arbres. Donc, vous pouvez penser, bon, les arbres en programmation sont inversés. Typiquement, vous avez un arbre qui est plutôt comme ça, avec les racines en bas. En structure de données, on va parler d'une arbre qui est inversée parce qu'on va avoir la racine qui est tout en haut.
OK. Ah oui, pas la peine de dessiner si tout est déjà fait. Du coup, ici, j'ai un arbre qui représente un livre avec des chapitres, avec des sections, sous-sections, etc. Il faut un peu de terminologie. Donc, la racine, c'est important, on va en parler souvent, et surtout des nœuds. Donc, tout élément de l'arbre est contenu dans un nœud. Si vous regardez, chaque élément de l'arbre, il pointe sur des fils, si vous voulez. Et donc, la flèche, ou on l'appelle arête, j'utilise peu la terminologie arête, mais nœud, ça revient quand même souvent. Donc, quand on dit nœud, on parle un peu comme une cellule quand on parle de liste chaînée. Ici, dans les arbres, un nœud, c'est la structure qui contient les infos et éventuellement des pointeurs, quand c'est représenté par pointeur. Du coup, ici, livre, il a trois fils. Et puis C3, il a trois fils. Et puis S3.1, il a deux fils. Ok. En arbre, c'est pareil que dans les listes chaînées, tout sous-ensemble ou sous-arbre est un arbre aussi. Du coup, ça nous permet de... Ah oui, est un... Ouais, en plus, ça, c'est dans une image, c'est chiant à corriger. Euh, les autres termes intéressants, c'est feuille. Donc, feuille, c'est tout nœud qui n'a plus de fils. Ok. Si on a un fils, par exemple ici, c'est plus un nœud, c'est plus une feuille. La feuille serait celui de bas. Donc, dès qu'on tombe sur un nœud qui n'a plus de fils, on peut parler de feuille. Et après, il y a des frères, il y a des concepts comme ça. Un autre concept important, c'est l'auteur. Du coup, moi, typiquement, je commence à compter l'auteur par 0, mais on peut compter aussi par 1. Okay? Donc, dire la racine, c'est 1. Un arbre vide est de taille 0, la racine est 1, puis un fils, c'est niveau 2, etc. Il faut juste que la terminologie soit claire et que vous respectez quelque chose de concret. Typiquement, je fais des exemples pour le DS ou je pense qu'en TP, on le fait aussi. Euh, en TD. Donner l'auteur de l'arbre. Donc, si vous regardez ici, vous avez des différents auteurs, si vous voulez. Si vous explorez à gauche, vous avez un auteur qui est plus faible que celui à droite. Donc, quand on parle d'auteur de l'arbre, c'est l'auteur la plus loin, si vous voulez. Du coup, il faut trouver un chemin qui vous amène vers l'auteur la plus grande. Donc, du coup, dans ce cas-là, ce serait ce chemin-là, ou inversement, c'est celui-là. Je pense que ça fait le tour des concepts importants. Donc, racine, nœud, feuille, ça revient constamment. Et hauteur est important aussi. Ça, je viens de... Ah, il y a un autre concept, mais que je n'utilise pas beaucoup, c'est le degré sortant d'un nœud. Donc, du coup, si vous prenez par exemple C1, il a deux fils et du coup, il est de degré 2. Livre, il est de degré 3. Ici, on a plus de deux fils, donc on parle de arbre NR. Mais dans la majorité des cas plus tard, on va parler que d'arbres binaires. Donc, c'est un sous-type des arbres. Et puis, on va parler plus particulièrement des arbres binaires de recherche, qui sont des arbres binaires ordonnés. Ici, j'ai un exemple d'arbre. Du coup, un arbre binaire, c'est soit vide ou elle contient une racine gauche et droite. Okay. Ça, c'est le concept simple. Gauche et droite sont des arbres aussi. Donc ici, on a un arbre plus qui contient gauche, étoile, et puis droite, division. Et ensuite, c'est un arbre qui mélange les types. Donc, on a des opérations mathématiques et ensuite, on a des numéros qui sont les feuilles. Et donc, pas très compliqué. Vous voyez la structure. On va revenir dessus, mais comme toutes les structures de données, il y a quelques primitifs. Donc, l'initialisation. On va tester si un arbre est vide ou pas. Récupérer la valeur d'un nœud. Donc, typiquement, on fournit un arbre et puis ce qu'on est en train de finir, c'est le nœud, si vous voulez, le nœud qu'on veut. Et puis, ça nous retourne la valeur ou ça nous retourne l'arbre de gauche ou l'arbre de droite, le sous-arbre de gauche, sous-arbre de droite. Peu de valeur, put et tout ça. Dans le code, on n'a pas forcément besoin de les implémenter. Ça va dépendre de la complexité de l'arbre, mais ça permet juste de initialiser avec une valeur, avec un sous-arbre gauche ou un sous-arbre droite. Puis celui qui est plus intéressant, c'est cons arbre, et celui-là, on va l'implémenter.
C'est lui qui nous permet de construire l'arbre, si vous voulez construire un nœud. Et on en a besoin, notamment, un peu comme on fait avec ajout-tête. On va faire un malloc pour créer le nœud et l'initialiser. Un, un petit algo pour savoir si un arbre est une feuille. Euh, si vous vous souvenez, on avait des nœuds un peu comme ça, donc je vais juste implémenter deux. Si ici j'ai un 1, 11, pourquoi pas, un 7 et puis un 22. Quand je commence ici, je vais tester si mon A vaut la racine. Est-ce que la racine est une feuille? Donc, il va regarder est-ce que la racine est vide? Et bah non, parce qu'elle vaut un nœud. Et du coup, elle ne rentre pas. Sinon, elle va retourner c'est vide de gauche et vide de droite. Okay? Donc, est-ce qu'il y a un gauche? Oui. Du coup, elle retourne faux. Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas dit très bien, non. J'ai ma variable A qui pointe sur la racine. Je suis en train de tester si la racine est une feuille. Et du coup, je vais regarder est-ce qu'il y a un élément à gauche ou un élément à droite. Parce qu'on avait dit les feuilles, c'est seulement ceux qui n'ont ni à gauche ni à droite de fixe. Okay? C'est les dernières nœuds de l'arbre. Donc, dès qu'on teste, ça ne vaut pas nul, non. Est-ce qu'il y a un élément à gauche? Oui. Et du coup, on sait que elle n'est pas une feuille. Okay? Si mon A ensuite, je vais effacer ça. Si j'avais passé un autre nœud ici, par exemple, il va tester est-ce que le nœud vaut vide? Il va dire non. Et du coup, il revient ici. Est-ce que la gauche vaut vide et la droite vaut vide? Ben, il n'y a rien à gauche, si vous regardez, il n'y a rien à droite. Donc, ça, c'est oui et oui. Et donc, il va retourner oui, c'est une feuille. Et donc, un algo assez simple. On va le revoir plus tard en code C. C'est pas très grave. Mais l'idée est là. Si vous regardez, ah oui, pas celui-là, mais comme les arbres, chaque nœud de l'arbre est un sous-arbre lui-même ou est un arbre, ça se prête très naturellement à du code récursif. Okay. Un autre petit exemple tout simple. On va prendre le même. J'avais 7 et 22. Donc, OK. Si j'ai une fonction qui compte les nœuds, j'ai deux possibilités. Si l'arbre est vide, je compte 0. Si l'arbre contient une racine et puis gauche et droite, je ne connais pas les valeurs de gauche et droite immédiatement, mais dès qu'elle contient une racine, je sais que je peux compter 1 parce que je suis sur un élément de l'arbre, sur un nœud. Et ensuite, je vais compter les nœuds à gauche et les nœuds à droite. Et puis, j'additionne. Du coup, si on reprend un peu comme ce qu'on avait avant, et peut-être même un 5 et 9, ça fait l'affaire. Du coup, ce que je vais tester, c'est je vais regarder si mon A initial pointe ici, ce qu'on va faire, c'est on va regarder est-ce que le A pointe sur nul, vaut nul ou pointe sur rien? Si oui, ben on sait qu'on a 0 nœud. Donc, on est dans ce cas-là. Sinon, je retourne 1 plus et je compte à gauche et je compte à droite. Du coup, ici, notre algo, il va passer à gauche. Il va compter celui-là, elle est pas vide. Du coup, c'est très bien. Et on sait qu'on tombe dans le cas de 1 plus et puis elle va compter à gauche. Et puis, elle n'est pas vide. Très bien. Donc, on a 1 plus et puis on passe à gauche. Et à gauche, cette flèche-là, elle vaut nulle, elle est vide. Il n'y a pas d'élément ici. Du coup, là, on tombe dans le cas si vide, retourner 0. Et cette partie-là, ça va retourner un 0. Elle va faire la même chose à droite. Elle va regarder, si vous regardez, il y a des appels symétriques, souvent dans les arbres. Du coup, ça vaut nul et retourne 0. Comme elle a déjà compté 1 parce que c'était un nœud, elle va retourner 1 au 7.
On va faire exactement la même chose à droite, parce que c'est symétrique. On passe à droite, on compte 1, il va regarder sa gauche, il va regarder sa droite, c'est 0 et 0. Il va retourner 1. Maintenant, 7, il faisait son 1 plus 1 plus 1, il va retourner 3 à 11. 11, il va faire exactement le même parcours à droite. Donc, il va regarder le 22 va regarder son fils gauche, son fils droite. Il va revenir avec son 1. Et puis 3 plus 1, c'est 5. L'algo est de façon récursive. La base, c'est cette partie-là. Ça nous permet de faire le côté récursif. Si vous regardez, ça explore à gauche et à droite. Et puis, pour chaque nœud qui n'est pas nul, ça compte 1. Et ça nous permet de compter tous les nœuds d'un arbre de façon récursive. Il y a 3 types de parcours sur les arbres. Préfixé, postfixé, infixé. On va voir assez rapidement ce que c'est. J'ai l'exemple. Ouais. Donc, RGD, c'est racine. Ici, c'est R de racine. G de gauche. Et puis D de droite. Du coup, c'est quand on a nos arbres, moi je vais venir peut-être sur l'arbre. Quand on a nos arbres, en fait, ça nous dit, on va traiter d'abord le nœud sur lequel on est, et ensuite on explore à gauche, on traite le nœud. Ensuite, on explore à gauche, on traite le nœud, et puis quand on revient, on va passer à droite. Du coup, c'est racine gauche-droite. C'est préfixé, si vous voulez, parce que après, on traite d'abord le nœud sur lequel on est avant de passer sur les autres. Si j'ai un code qui veut explorer toute l'arbre et qui a un traitement à faire, ben, je fais traiter la valeur du nœud sur lequel je suis, si l'arbre n'est pas vide, bien sûr. Il faut souvent faire ce test-là. C'est comme dans les listes chaînées. Si ça vaut nul, et puis tu fais rien. Mais si ça vaut quelque chose, voilà, vous pouvez travailler. Du coup, si l'arbre n'est pas vide, je traite le nœud sur lequel je suis. Et dans l'exemple plus bas, c'est traité, c'est juste un printf. Donc, je vais imprimer la valeur de l'arbre. Je peux le mettre. Comme ça va avec l'exemple. Donc, si je commençais comme je faisais juste avant, j'ai un pointeur vers l'arbre initial. Ici, je vais imprimer plus et ensuite j'explore à gauche d'abord. Comme ce code, il explore à gauche, ça fait un appel récursif. Et du coup, je n'ai même pas traité à droite encore, je suis à gauche. Il va imprimer étoile. Et puis, donc ça, c'est le premier imprimé, ça va être le deuxième imprimé, ça va être le troisième imprimé. Quand il revient, il va ensuite explorer à droite. Il va imprimer en quatrième le moins. Et puis, il va explorer à gauche. Ça va être le cinquième élément imprimé. Il va revenir parce qu'il y a 2 nuls. Explorer là, ça va être le 6 et puis il revient. Et si vous explorez donc et vous imprimez d'abord la racine, ensuite gauche et droite, ça vous produit une sortie qui est comme ça. Okay? Donc une notation préfixée, si vous avez déjà vu des calculatrices qui traitent des notations préfixées, c'est un exo classique en structure de données. En plus, c'est implémenter une calculatrice comme ça. Donc ça, c'est préfixé, c'est simple. Si on a gauche, droite et racine, on va d'abord explorer les fils. Donc, regardez, je commence avec mon arbre qui pointe sur le premier élément. Il va d'abord explorer la gauche, si vous voulez, ensuite la droite, ensuite le R. Donc, si mon traité est toujours un print, comme je vais faire avant, il va explorer la droite. Il n'a pas imprimé le plus. Hein. Il est là. Est-ce qu'il y a encore des éléments? Il va explorer la gauche, excuse-moi, la gauche. Et ensuite, il va voir, bah, il n'y a rien là et il n'y a rien sur la droite. Et du coup, le premier élément imprimé, ça va être le 3. Il va revenir. Quand il passe ensuite sur le côté droite, il va aller à gauche. Il imprime le 1, donc ça, c'est le deuxième élément imprimé. Il revient et puis il va explorer sa droite. Ça, c'est le troisième imprimé. Quand il revient ici, finalement, il a parcouru tous ses fils. Du coup, ça, c'est le quatrième qui va imprimer. Quand il revient,
c'est le cinquième. Puis lui, il a toujours des fils, et donc on va aller à droite et puis à gauche. Et j'étais sur 5, 6, puis il va te faire son tour là-bas. 7, revient. Huitième imprimé, et puis le dernier, c'est le neuvième. Okay? Donc j'avais bien, c'est 3, 1, 3, 1, 8, etc. Okay? Donc ça va dans l'ordre gauche, droite, racine. Donc j'explore toutes les fils à gauche jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Et ensuite, je commence à explorer les droites quand il y en a, et puis repartir sur la gauche s'il y a encore des gauches. Et une fois que j'ai tout exploré, j'imprime la racine. Et comme vous pouvez imaginer, il y a un autre système. C'est infixé ou GRD. C'est j'explore la gauche, la racine et la droite. C'est ce que je vais traiter. Ou, ah oui, je n'ai pas fait l'arbre. Mais ce n'est pas très grave si vous avez votre arbre. Prendre sur l'élément. Okay. Vous allez commencer par l'arbre. Vous passez à gauche, puis à gauche. Et une fois que vous n'avez plus de gauche, vous imprimez le nœud. Vous explorez la droite, il n'y a pas de droite, donc il revient. Il va imprimer le nœud avant de passer sur la droite. Ensuite, il passe sur la droite. Il n'y a pas de gauche, du coup, il imprime le nœud. Il regarde sa droite, il n'y a pas de droite, donc il revient. Il va repartir ici. Avant d'explorer la droite, il va imprimer le nœud. C'est gauche, racine et droite. Et voilà. Si on voulait faire un printf, ça peut être traité, ça peut être faire l'addition, ça peut être faire autre chose, ça peut être faire un calcul. OK. Représentation, donc les arbres. Moi, je vous ai parlé des pointeurs parce que c'est le cas le plus typique. Ce n'est pas la seule façon de représenter les arbres. Donc, en gros, ici, j'ai un arbre. Ici, j'ai un arbre. Ici, c'est typiquement ma variable qui est dans le main. C'est un pointeur qui pointe donc sur un nœud. Ici, j'ai un nœud. Et donc, chaque élément est un nœud. Un nœud contient la valeur que je stocke et puis elle contient gauche et droite. Okay? Ça, c'est des pointeurs. Ça, c'est des pointeurs. Donc, ils sont de même type que là-bas. Ici, gauche, il pointe sur un sous-arbre B qui pointe sur D et E, etc. Okay? Du coup, ce qui est intéressant à voir, c'est que j'ai ce que je stocke. Ici, j'ai des caractères, mais ça peut être des entiers, ça peut être ce que vous voulez. Et j'ai deux pointeurs. Cet arbre-là, bah, moi, non, je vais garder ça pour plus tard parce qu'avec les entiers, c'est plus clair quand ils sont ordonnés ou pas ordonnés. Mais en tout cas, tu as toujours les trois éléments sur un arbre binaire. Toutes les nœuds, ils ont au maximum de fils et la valeur qu'ils stockent. Okay? Ça peut être des personnes, ça peut être ce que vous voulez. Là, si vous voulez, on peut faire peut-être du code pour mon terminal. Ah oui, j'avais déjà commencé hier. Bref, c'est ça. Tadam! Voilà, le code vide. J'étais en train de pratiquer mon setup hier. Je mets peut-être. Est-ce que c'est lisible pour tout le monde? Oui, oui, on voit bien. OK. Ouais. OK. Du coup, ici, je dis mon type arbre est un pointeur de nœud. On va voir exactement ce que ça veut dire. Mais chaque nœud, ce qui est important, c'est qu'il contient une valeur et il contient deux pointeurs gauche et droite. Donc, on sait à quoi ça ressemble. Bah, on va voir un struct. Moi, je trouve plus facile à écrire node que nœud. Chaque fois, c'est chiant, je mélange les voyelles. Donc, j'ai ma structure. Elle contient, donc, si on fait des entiers, une int valeur, exactement comme on fait avec les listes chaînées. Puis, elle va contenir un pointeur de gauche et un pointeur de droite. Et donc, gauche.
Donc ici, j'ai un nœud. La valeur gauche et droite. Et donc, voilà, c'est un arbre binaire. J'ai quelques fonctions de base. Donc, typiquement, dans un main, ce que vous feriez, si vous voulez, donc là, j'ai déclaré une variable. Quand vous allez initialiser un arbre, vous pouvez appeler donc typiquement votre fonction init arbre. Est-ce que init arbre va modifier votre variable arbre? Oui. Du coup, il faut forcément passer l'adresse de l'arbre. Ici, on allait implémenter une initialisation. Comme on a vu, ou peut-être pas trop, je vais mettre mon code de côté gauche. Mhm. Si j'ai une variable arbre qui est de type, ouais, je vais utiliser la même notation que j'utilise d'habitude. Ma variable est arbre. La variable est de type struct node étoile. Elle est quelque part dans la mémoire, F0. Et si vous regardez, je suis dans ma fonction main. Et donc, j'ai une variable dans le main. La variable s'appelle arbre dans mon code. Et puis là, elle vaut rien du tout. Et ce qu'on veut, c'est qu'un arbre vide vaut nul, comme on fait avec les listes. Okay? Donc, c'est un pointeur sur nul, et là, je sais que c'est vide. Du coup, c'est ma fonction initArbre qui doit faire cette partie-là. On va l'implémenter juste après. Quand j'ai un arbre vide, ensuite, je veux pouvoir faire des trucs comme des ajouts. Est-ce qu'un ajout va modifier mon arbre? Oui. Et donc, je vais passer, par exemple, la valeur. Et là, je vais rajouter un 42 à mon arbre. Comme c'est le premier élément, on ne va pas trop se poser des questions sur l'ordre. Et qu'est-ce qu'un ajout doit faire? Ben, il doit forcément créer un nœud. Il existe quelque part dans la mémoire. Donc ici, on parle d'un malloc pour créer ce nœud. Ici, on est dans le main, mais toutes les mallocs se font sous le tas. Un nœud contient les 3 cases. 42, c'est la valeur que je rajoute. Comme il n'y a plus d'éléments, je vais avoir nul et nul. Et donc, mon ajout, il doit être capable de faire ça. Et puis là, c'est modifier la valeur de ma variable arbre pour ensuite pointer sur A000. Du coup, quand on ajoute le premier élément, on est forcément en train de modifier arbre et du coup, il faut passer son adresse. Si j'ai un arbre, je vais ajouter quand même quelques éléments. 30, 21. C'est un début. Okay. Donc, j'initialise mon arbre et puis je fais mes ajouts. Init arbre, celui-là, on va le coder tout de suite. Init arbre, c'est celui qui prenait la variable et le mettait à nul. Comme nos arbres qui ne sont pas très complexes, il n'a pas besoin de faire beaucoup de choses d'autres. Du coup, c'est simple à implémenter. Il prend pas une adresse d'un nœud, il prend, si vous regardez ici, c'est l'adresse d'un struct node étoile. Et du coup, là, on a un struct node étoile, donc un pointeur de nœud, et on veut l'adresse d'un pointeur de nœud. Okay, donc double étoile. Et puis, on va lui donner un nom. Est-ce qu'il prend d'autres paramètres? Non. Et ensuite, on va tout simplement
tout simplement initialiser. Comment on fait pour initialiser? Avec un malloc et on met les deux pointeurs à nul. Non, ici, c'est juste init. Du coup, on va juste initialiser le pointeur. Ouais. Je vais revenir sur l'init. Voilà. À la ligne 16, on avait juste un pointeur qui vaut poubelle. Okay? On ne sait pas ce que ça vaut. Et l'initialisation, il va le mettre à 0, okay? À nul. Et du coup, ça va appeler la fonction init. Init va prendre, et si vous regardez, pour aller modifier la valeur, la variable arbre, il a besoin de l'adresse de arbre. Okay? Donc, il a besoin de EAF0. Ça lui permet d'aller le modifier. Comme ça, il pointe là-dessus. Lui, il est quelque part dans la mémoire, un peu tout, et il va être de type struct node étoile, parce que c'est un struct node étoile, et il contient l'adresse de ça, struct node étoile. Okay? Et du coup, il est de struct node étoile étoile, et puis je lui ai donné le nom de pet pointeur de arbre. Puis sur ma fonction. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va prendre cette adresse-là, il va le déréférencer, donc il retrouve la case mémoire ici. Et à cette case mémoire-là, il va assigner la valeur de nul. Donc, à quoi ça ressemble? Étoile, pointeur arbre égale nul. Et c'est tout. Ça, c'est juste ce qu'il fait. Okay? Si on avait des arbres plus complexes ou une structure différente, ce serait plus complexe. Mais là, c'est assez simple. Donc, la fonction revient, tout ça est perdu, mais on a bien mis nul dans la variable dans le main. Pour les gens qui ont encore du mal avec les pointeurs, il faut vraiment travailler ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a les ajouts, je vais les faire juste après. Okay? Comme ça soit plus clair parce que le plus intéressant, c'est de travailler avec des arbres binaires de recherche. Et pour y arriver, on va regarder l'algo pour ajout. Dans les trucs de base de l'arbre, ben, ça, on peut implémenter quelques-uns. Comment je teste si un arbre est vide? Ben, c'est une booléenne. Je vais avoir quelque chose comme ça. Est-ce que... On regarde si le pointeur initial, donc arbre, il est nul. ouais, voilà, exactement. Okay. Donc, si je fais quelque chose comme ça, je vais juste imprimer si c'est vide ou pas. Vous m'entendez toujours? Oui. Ah, OK. Oui, on vous entend, oui. Okay. Bon, en fait, mon son, il a changé. Du coup, je pense que mon pauvre PC, il n'arrive pas très bien à... C'est Zoom, il bouffe 200% de CPU, donc 2 CPU. 3. OK. Du coup, si j'imprime, si c'est vide, je peux passer à la fonction vide et puis je vais passer arbre ou l'adresse de arbre. Est-ce que la fonction qui teste si c'est vide va modifier l'arbre? Non. Et du coup, on peut très bien récupérer une copie. Et c'est pas très grave. Pas besoin de faire l'adresse d'un arbre. Okay? Donc, pour avoir une fonction comme ça vide, regardez, ça va, c'est ma fonction main va appeler une fonction vide. Cette fonction vide va recevoir, comme elle n'a pas besoin de modifier cette case-là, elle peut recevoir une copie. Du coup, elle va valoir nul. On va lui donner un nom à la variable, donc c'est une arbre. Elle est de type struct node étoile, et puis elle est quelque part dans la mémoire.
Et j'ai juste à tester si vide est, si ma variable vaut vide. Du coup, je prends ma variable arbre en paramètre et je vais tester. On va faire un test simple. Parenthèse. OK. Et je vais tester ça. Et ensuite, je peux faire un return 1, return 0. Et comme vous avez déjà vu, ce que je fais souvent, c'est au lieu de faire un if, je fais juste ça. Ça fait que je teste arbre égale à nul. Si arbre vaut quelque chose, ça vaut 0 et je fais un return 0. Si arbre vaut nul, nul égale à nul, c'est 1. C'est oui, ça vaut nul et donc ça retourne 1. Ça c'est fait en un passage. Et là, j'ai mon code de vide. Ouais, je retourne int, mais vous pouvez aussi utiliser des balls ou c'est vous qui voyez. OK. Donc ça, c'est vide. Ouais, je pense qu'on a les bases. Est-ce qu'il y a une autre fonction intéressante? Ouais. Valeur gauche et droite, c'est simple. Si j'ai un arbre et que je veux accéder à la gauche, ben, je fais gauche. Okay. Pas forcément besoin d'implémenter une fonction. Si je veux la droite, ben, je fais droite. Si je veux lui donner une valeur, je vais faire arbre de val 17. Okay. Donc, pas forcément besoin, c'est pas particulièrement utile tout ça. Et les puts, c'est la même chose. C'est, ah ben voilà, ça, c'est ce que j'ai fait sur la 25. J'ai fait l'équivalent de put valeur. Et donc, ces fonctions-là ne sont pas super intéressantes. Et celui-là, il va être important. Et donc, on va revenir dessus. Yep. Je vais supprimer la poubelle. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ou pas? Non, pour l'instant, c'est bon. Non, ça va, c'est clair. OK. Du coup, cons, ça va être ma fonction construire arbre. Elle va allouer, donc elle fera un malloc. Okay. Malloc va créer ou nous donner une zone mémoire qu'ensuite on peut utiliser. Cette zone mémoire est à l'extérieur des fonctions. Pour les gens qui se sont trompés quelquefois en TD, faut utiliser malloc quand on veut de la mémoire que c'est nous qui gérons. Donc, c'est pas dynamique, c'est pas automatique, si vous voulez. C'est vous qui gérez. Donc, vous demandez une zone mémoire. Malloc, il vous donne quelque chose quelque part. Il vous envoie une adresse de la taille de la zone que vous voulez. Donc, ici, on veut de la taille d'un nœud. Et ensuite, ce que Const va faire, c'est il va prendre le V, il va mettre la valeur. Et puis, il prend gauche et droite. Et donc, si vous avez des sous-arbres déjà à lui donner, il va prendre l'adresse qui va pointer quelque part, ou en l'occurrence, il prend nul si vous avez envoyé nul. Et c'est ce qu'on fait typiquement, c'est juste initialiser avec nul. OK. Des points intéressants, si vous vous souvenez, les listes contiguës, quand elles sont ordonnées, on a un tableau d'éléments. 1, 3, 4, 4, 7, 9, 10. Okay, j'ai un tableau d'éléments. Si je veux chercher rapidement un élément dedans, je peux utiliser la dichotomie. Et donc, je regarde si je cherche le 5, est-ce que c'est plus grand ou plus petit que le 4? C'est plus grand, donc il va regarder du côté droite. Ensuite, est-ce que toi, tu es plus grand ou plus petit que le 5? Il va regarder à gauche. Et puis toi, est-ce que tu es plus grand ou plus petit que le 5? Il va dire plus grande et il y a plus de cases à regarder, donc le 5 n'existe pas dans le tableau. Et dans ces cas-là, on a divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2. Et donc, nos problèmes qui, initialement, peuvent être gigantesques quand n tient vers l'infini, si vous voulez. C'est un peu cette réflexion qu'il faut faire. Quand on a un n très grand, dans les millions, dans les milliers, ouais, même les milliers, ça fait petit pour les PC d'aujourd'hui, mais plutôt dans les millions, une recherche dichotomique, ça nous fait gagner énormément de temps. Est-ce que vous avez vu les liens, les vidéos que j'avais envoyées ou pas? Ils étaient utiles ou pas?
Moi, je n'ai pas encore regardé la vidéo sur la complexité, mais je vais la regarder. Ok. Ok, j'ai envoyé quelques exemples. C'est ce que j'ai trouvé qui tenait à peu près la route. Et, mais j'attends votre retour. Si vous les regardez, dites-moi lesquels sont bien, lesquels sont moins bien. Je cherche vite fait la complexité en temps. Ah, voilà. Bien, sur un des liens, j'avais envoyé ça. C'est Wikipédia en anglais. Et ce qui est important à voir, c'est la croissance en fait des flèches. Voilà. Donc ici, sur Wikipédia, on a un n ici en bas. Et donc n, c'est le nombre d'éléments. Et donc n grandit. Et on a le temps, quand le temps est lié à n aussi. OK? Quand vous avez un algo qui est de type linéaire, bah, plus vous avez d'éléments, plus, si vous regardez ici, plus vous avez d'éléments, donc vous avancez sur la droite, plus vous avancez aussi en lenteur, si vous voulez. Ça prend plus de temps. Et du coup, linéaire, c'est typiquement, on peut calculer assez facilement. On a plus d'éléments, ça va prendre 2 fois plus long. Si on a 2 fois plus d'éléments, ça va prendre 2 fois plus longtemps. Si on a 10 fois plus d'éléments, ça va prendre 10 fois plus longtemps. Quand on est sur des polynomiales ou des exponentielles ou des factoriels, vous pouvez voir que des petits incréments sur le nombre d'éléments font exploser la durée de l'algo. Et du coup, on tombe sur des problèmes de type qui vont vite nous limiter dans la capacité de pouvoir exécuter le calcul. Si on n'a pas beaucoup d'éléments, ça tient la route, même des centaines, parfois des milliers. Mais dès que n, donc dès que le nombre d'éléments qu'on a devient grand, le temps devient exponentiellement grand par rapport aux éléments. Du coup, ici, on a n carré, on a exponentiel, donc 2 à la n, et puis même factoriel qui est un peu pire. Mais si vous voyez, dans ces deux cas-là, dès que n est un tout petit peu plus grand, le temps est juste fou. Et contrairement à ça, ce qu'on voit souvent, c'est logarithmique ici, et puis constant. C'est ce qu'on cible à voir. Constant, c'est parfait parce que peu importe le nombre de n, on a un temps d'exécution qui ne change pas. Si on a 1 million d'éléments, on prend exactement le même temps pour s'exécuter. Si on a 10 millions d'éléments, c'est le même temps. Et si vous regardez, log base 2 de n, c'est quand même super intéressant aussi. C'est la dichotomie. Ça nous permet de grandir ou mettre vraiment beaucoup d'éléments. Une alarme qui sonne. De vraiment avoir beaucoup d'éléments et d'avoir un temps d'exécution qui est quand même très, très abordable. Okay? Donc, quand vous faites des réflexions sur les algos, que ce soit quelques opérations de plus, quelques opérations, ce n'est pas très important, que ça soit n sur 2 ou 2 fois n ou des choses comme ça, ce n'est pas super important. Ce qui est important, c'est voir la tendance. Okay? Donc ici, on parle de l'ordre, si vous vous souvenez. J'utilise le grand O pour dire de donner la complexité. Et puis, la tendance. Okay? Parfois, c'est n sur 2, mais le sur 2, si vous regardez une graphe comme ça, oui, le sur 2, ça va être un peu plus faible, mais ce n'est pas ça qui va changer essentiellement la complexité de l'algo. Si le n est très grand, le sur 2 devient peu significatif. Okay? C'est aussi pour ça qu'on enlève les constants. N plus 5 opérations, ce n'est pas très grave. Le 5 devient vraiment peu significatif quand n est très grand. Du coup, quand vous avez vos tableaux, si vous faites une recherche dichotomique, vous êtes sur log base 2 de n, et du coup, vous allez quand même très vite. Mais si vous voulez ajouter un élément ou supprimer un élément, vu qu'on parle de ordonnées, vous avez toujours les décalages à faire. Donc, c'est pareil, en moyenne, on vient sur n sur 2 décalages, mais ce n'est pas significatif le sur 2, donc on est sur le ordre linéaire. Si par exemple, il y a une case de plus, si je veux rajouter un 5 dans mon tableau, je vais être obligé de… l'algo le plus efficace, ça commence par la fin. Et donc, il va dire, est-ce que toi, tu es plus grand que le 5? Non. Donc, c'est oui. Donc, il va le copier. Il va regarder, est-ce que toi, tu es plus grande? Oui. Donc, il va le copier. Est-ce que toi, tu es plus grand? Oui. Il va le copier.
Puis il va regarder, est-ce que toi, tu es plus grand? Non. Et du coup, on sait que le 5 va là. Donc, on a fait n sur 2 décalages, mais la complexité, ça reste linéaire. Si on a un n très grand, ces décalages-là sont longs. Sur les listes chaînées ordonnées, ça, c'est un truc, si vous vous souvenez, c'était les cellules. Hein. 3 et 5 pour faire ordonner. Oui, ça peut être nul. Si je fais des ajouts, des suppressions, je suis obligé de naviguer dans la liste, créer une cellule. Je n'ai pas de décalage, mais il faut quand même trouver l'emplacement et ça, c'est de l'ordre de n dès qu'on recherche. Okay? Mais si j'ai une liste non ordonnée, la recherche, ça continue à être ordre de n, mais mes ajouts, suppressions, ils sont constantes. Tandis que quand elle est ordonnée, c'est ordre de n. Donc, presque toutes les opérations sont ordre de n dans une liste chaînée. Du coup, ce n'est pas très utile quand on a des données ordonnées, les listes chaînées. Mais quand elles ne sont pas ordonnées, j'ai des ajouts en tête, ou si on fait des files d'attente ou avec eux, j'ai aussi des ajouts en queue qui sont de l'ordre constant et j'ai des suppressions tête qui sont de l'ordre constant. Dans ces cas-là, ça devient quand même très intéressant. Dans les ABR, donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui, je peux retrouver la même efficacité sur la recherche, l'ajout et la suppression. Donc, si nos arbres sont équilibrés, et là, on va revenir dessus quelques fois, si j'ai un arbre qui a à peu près la même hauteur, peu importe si j'explore à gauche ou à droite, pour toutes les nœuds, je vais retrouver une division par 2 sur mes problèmes. Donc, c'est log base 2 de n pour toutes les opérations. Donc, c'est la différence avec les tableaux où on a des opérations qui sont linéaires. Et puis, les listes chaînées ordonnées, c'est catastrophique et on est sur l'ordre de n chaque fois. Du coup, l'objectif des arbres, c'est vraiment trouver à chaque fois cette complexité-là, log base 2 de n. OK. La définition, c'est très simple. Pour tout nœud dans mon arbre, si je regarde à gauche, tous les éléments à gauche ou tous les nœuds à gauche sont de valeur plus petite ou égale à la racine sur laquelle je suis. Okay? Donc, ici, à la racine de l'arbre, c'est 15. Je sais que toutes les valeurs à gauche vont être plus petites que 15 ou égales à 15. Toutes les valeurs à droite vont être plus grandes, forcément plus grandes. Et c'est que ça. Quand on fait un ajout, on va essayer de respecter ça. Quand on fait une suppression, on va toujours garder cet aspect en tête. Okay? Donc ici, j'ai un arbre. À gauche, c'est 9. À gauche du 9, c'est 3. Donc, si je prends le 9, à gauche, c'est toujours plus petite ou égal. Et à droite, c'est toujours plus grand ou égal. Si je rajoute, par exemple, un quel numéro pour être, on rajoute un 15. Okay? Les ajouts, il faut qu'ils respectent cette condition-là, okay? Ces deux conditions. Du coup, si je rajoute un nouveau 15, je vais regarder, est-ce que ça, 15, c'est plus petit ou égal? Oui. Du coup, il va à gauche. Est-ce que 15, c'est plus petit ou égal? Non. Du coup, il va à droite. Est-ce que 15, c'est plus petit ou égal? Non. Du coup, il va à droite. Et à nouveau, 15 va être un fils droite du 12. Okay? Plus grand que le 12, mais toujours, on garde cette plus petite ou égale que toutes les racines ou toutes les paires, si vous voulez, toutes les nœuds paires. Si je veux rajouter, on va faire encore un doublon. On peut faire le 20, juste pour voir ce que ça donne. Est-ce que 20, c'est plus petit ou égal? Non, c'est plus grande. Est-ce que le 20, c'est plus petit ou égal? Oui, parce que 20 égale à 20. Est-ce que le 20 est plus petit ou plus grand? Ben, ça va être plus grand. Est-ce que le 20 est plus grand? C'est plus grand. Du coup, on va insérer un nœud là. Okay? C'est le fils de 19. Si on rajoute un 30, on va tout simplement voir que le 30 est plus grand, le 30 est plus grand, et du coup, le 30, ça va être là. On va pointer dessus. Okay? Donc, tous les ajouts doivent respecter cette construction-là, plus petite ou égale que, ou plus grand. Et on choisit si ça va à gauche ou à droite. Si vous regardez, il y a quand même, donc ici, je l'ai mentionné, si notre arbre est équilibré, on va trouver log base 2 de n. Mais qu'est-ce qui se passe si on a un arbre vraiment déséquilibré? Si, par exemple, je rajoute un 1. On va Ouais. retourner sur un ordre n.
On va Ouais, devoir voilà, se balader sur toute une branche et donc on va rien gagner. exactement. Ok. Du coup, si j'ai ça, ici, j'ai que des éléments sur une branche droite. Les gauches, ils valent nul. J'ai ajouté un 1, ensuite j'ai ajouté 2, ensuite j'ai ajouté 3, 4, 5. Et du coup, si je recherche un élément, je suis vraiment dans le pire des cas, c'est une liste chaînée. Donc, dans ces cas-là, le mieux, c'est de chercher un rééquilibrage de l'arbre. Du coup, il faut chercher un nœud pivot et ensuite réordonner. Je crois que j'en avais un en plus que... Ah, j'avais l'algo déjà quelque part en plus. J'ai perdu le lien que j'avais en tête. C'était pareil, c'est parce qu'il y a des arbres spécifiques qui permettent de redonner automatiquement. Et il y avait en plus un GIF animé du truc, c'était chouette. Ah, peut-être Abel, c'est ça? Ah, j'ai retrouvé. Ok, donc dans des arbres un peu plus complexes, là, ils ajoutent un M, un N, un O, ils voient que c'est déséquilibré, donc ils rééquilibrent l'arbre, ils vont changer la racine. Et quand ils rajoutent des éléments, dès qu'ils voient que c'est déséquilibré, ils vont rééquilibrer. Donc il y a une rotation sur les nœuds de l'arbre qui se fait. C'est juste pour donner un exemple. Ce code-là de rotation, on ne va pas le faire, mais au moins, il faut savoir que ça existe, okay, pour rééquilibrer les arbres. Et comme ça, vous gardez un arbre qui est déjà équilibré de base. Dans ce monde des arbres déjà équilibrés, il y a celui que je viens de quitter. Donc, du coup, ça, c'est pas très compliqué. Mais les plus connus, c'est les Red Black Trees. Okay? Du coup, eux, ils gardent pas seulement les nœuds, mais ils gardent aussi en tête, ils ont un système de comptage pour savoir si un nœud est vert ou est rouge ou noir. Et puis, à un moment donné, ils décident de pivoter. Okay? Donc, l'algo est beaucoup plus complexe, beaucoup plus complexe. C'est quand même plus complexe que les ajouts simples, mais ça permet toujours de garder cette propriété équilibrée qui nous permet d'avoir log base 2 de n. Vous allez voir, souvent on parle de red black trees ou on parle des B-trees sur les systèmes de fichiers. Donc ici, j'ai un arbre qui a plusieurs nœuds. En fait, je peux avoir un nombre, pas combien ils implémentent souvent, mais c'est, ouais, ça doit être 6 ou 8 enfants. Et puis les systèmes sur les disques durs sont structurés de cette façon-là. Okay? Donc un dossier a un certain nombre de fils, donc des blocs, et ils vont se connaître comme ça en arbre. Et les bases de données, souvent, c'est implémenté aussi avec des bitries. On va revenir sur les trucs de base. OK. Du coup, dans le meilleur des cas ou dans un cas où c'est équilibré, je suis log base de 2n. Dans le pire des cas, je suis sur des algos linéaires. Okay. La recherche est simple. Dès que vous avez un arbre, euh, vous testez, est-ce que je suis sur la valeur? Sinon, je vais à gauche. Si oui, si la valeur est plus grande, je vais à gauche. Si la valeur est plus petite, excuse-moi, je vais à gauche. Si la valeur est plus grande, je vais à droite. Okay. Dans tous les cas, si vous regardez, je vais prendre cet exemple-là. Si je recherche un 3, je suis sur un cas linéaire, ou un 5, je suis sur un cas linéaire parce que l'arbre est vraiment déséquilibré. Dans le pire des cas, je suis O de n. Okay. Donc, ça, c'est vraiment le pire des cas. Mais souvent, et la majorité des cas sur les arbres, on est bien mieux. Okay. Mais ici, j'ai indiqué clairement que dans tous les cas, je suis plus petit ou égal à n. Et typiquement, ce qu'on cherche à faire, c'est de log base de 2n. OK? OK.
on va implémenter parce que c'est notre ajout. Ah, ça existe. Est-ce que vous voulez faire ajout avant existe ou pas? Ouais, on peut faire ajout. Du coup, dans le main, on avait un struct node étoile étoile qui s'appelle arbre. Il existe, c'était quoi l'adresse qu'on avait donné? EAF0. Ça, c'est notre main. Okay? Ici, à la ligne 23, on initialise, donc elle vaut nulle. On a déjà vu l'algo d'initialisation. Et ensuite, à l'algo 24, on a fait vide. Du coup, on a vu l'algo de vide au-dessus. Et ensuite, maintenant, on va faire ajout. On a dit que quand on appelle ajout, ce code-là, il a forcément besoin de modifier l'arbre. Et là, il vaut nul, et donc il va créer une cellule, un nœud, l'initialiser, etc. Okay? Donc cette variable existe quelque part dans la mémoire, mais elle pointe sur un struct node étoile. Donc elle est un struct node, sur l'étoile là-haut, étoile, étoile. Okay? Donc elle stocke l'adresse de un struct node étoile. Et puis on peut l'appeler parbre ou pointeur d'arbre. Ce code-là, si on l'implémente, il n'a pas forcément besoin de retourner quelque chose. Du coup, on va commencer avec un void. On va l'appeler ajout pour respecter ce qu'on a écrit plus bas. Et il prend un struct node étoile étoile, puis pointeur d'arbre. Donc parbre ou pointeur d'arbre, peu importe. Et donc, si vous vous souvenez, ce code-là, donc, il a besoin de l'adresse du arbre qui va avoir le EAF0. Et dans la mémoire pérenne, si vous voulez, dans la mémoire que vous gérez, vous allez faire un malloc d'un nœud. Ça va être créé à quelque part dans les mémoires. Pour faire ce malloc-là, pour faire demander cette zone de mémoire, on a besoin de malloc. Ouais. Avant de faire le malloc, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que la racine, déjà, est-ce qu'on est sur un nul? Et si ce n'est pas nul, on ne peut pas juste faire le malloc, on doit regarder à gauche ou regarder à droite. Okay? C'est complètement zappé. Du coup, voilà, c'est simple. Quand on fait l'ajout, si notre arbre vaut nul, le arbre sortant va voir un nœud avec la valeur et puis nul et nul. Okay? C'est le cas dans lequel on est. J'étais parti un peu vite. Okay? Du coup, notre code doit regarder est-ce que notre arbre actuellement vaut nul? Si oui, on sait qu'on va initialiser la première, on va initialiser l'arbre. On l'a déjà initialisé. On va faire l'arbre pointer sur la première, le premier nœud. Je sais pas si c'était clair. Du coup, pour tester si arbre vaut nul et si oui, Dans ce cas, on fait le malloc. ouais, on va faire le malloc, mais on va juste le séparer. Ah, monsieur, c'est parce que... Non. Ouais, j'avais oublié de mettre les valeurs, non?
Ah oui, oui, je crois. Oui, 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 Ok, c'est ça. ok. Je pense que c'est bon. Du coup, on regarde ici. P arbre vaut l'adresse d'un arbre, forcément. Donc, ensuite, on peut déréférencer. On n'a pas besoin de checker si ça vaut nul. On déréférence étoile P arbre. Je suis euh, sur la racine de l'arbre, si vous voulez. Et ensuite, je regarde, est-ce que ça vaut nul? Si oui, je sais que c'est là où je dois insérer mon arbre. Ok. Donc, je fais cons arbre. Ça me fait mon malloc. Et puis, ça va initialiser les valeurs que j'ai passées. Ici, j'avais essayé de passer un 42. Ok. Donc, ce que je veux, c'est le malloc plus l'initialisation. Comme je vous ai parlé juste un peu avant, c'est quand même bien de séparer la fonction cons arbre d'ajout, parce qu'ici, on parle d'ajout ordonné, et ce n'est pas ce qu'on fait dans tous les cas. Il y a quand même des arbres qui ne sont pas ordonnés, ou il y a d'autres types d'arbres. Et du coup, on va la séparer. Cons arbre, dans un premier temps, il n'a pas besoin de retourner quelque chose. Il s'appelle cons arbre. Il prend, Ce truc, étoile, étoile. ouais, du coup, ici, c'était ajout. Monsieur, j'ai pas Oui. compris la fonction cons. On attendait quoi d'elle? C'est elle qui va faire le malloc et va créer le nœud et initialiser les trois cases. Donc, valeur, gauche et droite. C'est la seule chose qu'elle va faire. Ok. On peut pas le faire du coup tout dans un jour? Ouais, si vous préférez, on fait ça dans un premier temps dans le joue. Non, non, c'était juste une question. Si, on peut, mais ce que je disais, c'est que ajout, c'est ajout ordonné. Et si vous avez d'autres types d'arbres, bah, votre ajout, il est déjà plus complexe. Il fait l'allocation mémoire plus la recherche de l'emplacement. Du coup, c'est deux choses différentes. Mais tu vois, il initialise le nœud, il doit faire le malloc et avant d'arriver à tout ça, il doit aussi trouver l'emplacement où insérer l'élément. Oui, ok. Et, ok, du coup, ce que je propose, c'est de les séparer en deux trucs différents. Ok. Et c'est pas très grave, hein. Si on le fait dans un premier temps ici et ensuite je l'extrais, si vous voulez. Si on voulait le faire directement dans ajout, on a besoin de faire un malloc. Et donc, ça va être un malloc de size of struct node. C'est ce que je suis en train de créer. C'est struct node ici. Oui, oui, Ça, oui. ça va me renvoyer l'adresse. Ok. Ça renvoie une adresse. C'est où que je vais stocker cette adresse? Dans étoile padré. Voilà. PA. Ouais, j'ai mis P arbre, arbre si tu veux. Euh, du coup, oui, arbre égale à malloc. Ensuite, donc ça, ce que ça fait, c'est que P arbre vaut EAF0. Ça vient là, et puis ça dit maintenant, à cette case-là, tu vas assigner la valeur de l'adresse allouée par malloc, A000. Donc maintenant, mon arbre, il vaut quelque chose, il vaut un nœud. Et ce qu'on doit faire de plus, c'est initialiser avec la valeur. Donc, la valeur qu'on avait passée dans le main, c'était le 42. Et puis, nul et nul. Ok. Bah là, il faut juste faire étoile P, arbre, flèche, val égale V. Et après, on fait pareil, mais pour les pointeurs. Avec pointeur, sauf que là, on met nul. C'est ça. Donc, ça, c'est le premier. Je rate mon truc. Ah, val. V, c'est val. OK. Et ensuite, donc, on fait gauche et droite. Égale à V. Gauche égale à nul. Fait, voilà. Du coup, ça le fait tout en un coup ici. Et ça a créé la cellule, le nœud, ça a changé la valeur, etc. Pourquoi j'ai proposé de séparer ça? C'est parce qu'ici, on n'a même pas fait de recherche encore. Et du coup, le code
d'ajout va devenir plus longue. Et la partie initialisation ici, si elle change dans le futur, on est obligé de modifier des fonctions qui sont liées à autre chose. C'est deux fonctionnalités différentes en fait. En plus, il ne faut pas oublier que le malloc peut planter. Donc, si étoile P arbre vaut toujours nul parce que le malloc n'a pas marché, il n'y a pas grand-chose à faire. Souvent, ce qu'on peut faire, c'est juste un exit et planter direct. Et il n'y a pas forcément beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc ça fait un code additionnel qui serait un peu mieux extrait. Donc on peut l'extraire juste après. OK. Ça, c'était un ajout dans un cas où mon arbre valait directement nul. Si je reviens sur le main, ici, j'ai un ajout 30. Okay? Du coup, deuxième appel ajout. Je vais supprimer ça vite fait. Deuxième appel ajout, c'est exactement les mêmes valeurs. Donc, P arbre vaut toujours l'adresse de l'arbre. Et il va tester ensuite, il va dire étoile EF0. Donc, EF0, c'est ou étoile P arbre. Il prend l'adresse EF0. Il déréférence, elle vaut A000. Okay? Est-ce que A00 égale à nul? Non. Okay? Parce qu'on ne peut pas juste insérer le 30 ici à exactement la même place. Il faut quand même naviguer, trouver le bon fils, etc. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Faut tester si la valeur à gauche, je crois, elle est plus grande. C'est ça, c'est bien la valeur du nœud va être plus grande et toutes les autres des autres nœuds qui vont être en dessous vont être plus petites. Oui. Donc, ah oui, ce que j'ai oublié de mettre ici, c'était qu'on avait V qui valait cette fois, première fois, il valait 42, ici, il vaut 30. Okay? Du coup, V vaut 30. Est-ce que 30 est plus petite ou plus grande que 42? Et 30 si est plus petit, donc là, on essaie de soit le placer à gauche. Donc, ouais. on renvoie ajout, structure, node, sauf qu'au lieu de mettre le pointeur, on le remplace par le pointeur du suivant. Voilà, c'est ça. C'est celui de gauche. C'est exactement ça. Du coup, donc, je vais tester. Est-ce que 30 est plus petite que 42? Si oui, il faut que je trouve l'adresse de cet espace-là. Comme ça, je peux créer une cellule. C'est un peu plus propre. Je peux créer une cellule, un nœud, si vous voulez. Je vais l'initialiser à nul, comme j'ai fait avant. Pas grave. Je vais faire le 30, mais ce qu'il faut faire, c'est stocker cette adresse dans cette case-là. Et pour stocker cette adresse dans cette case, j'ai besoin de l'adresse de cette case. C'est ça qu'il faut garder en tête. Du coup, première partie, c'est voir est-ce qu'on va explorer à gauche ou à droite. Donc, si la valeur que j'essaie d'insérer est plus petite ou égale à la valeur, ici j'ai un arbre, flèche val. Donc, la flèche va être plus puissante que l'étoile. Donc, je mets d'abord le déréférencement de l'étoile et ensuite la flèche. Donc, si c'est plus petite ou égale, je vais faire mon ajout sur la gauche. Donc, je fais mon ajout. Et comment j'accède à la gauche? Donc, je sais que PT arbre, flèche gauche vaut nul. C'est cet espace-là, c'est la valeur de cet espace-là. Mais si je veux l'adresse de cet espace-là, je vais rajouter petite et commercial de plus. Je veux l'adresse de ça. Okay. Vous pouvez aussi rajouter des parenthèses de plus si c'est plus clair. Et après, on met V. Et virgule. Okay. Et du coup, ici, j'explore la partie gauche et je donne l'adresse
pour que l'ajout il puisse aller modifier cette adresse-là. Et du coup, la deuxième fois, quand cet ajout appelle le nouveau ajout, le nouveau p-arbre va valoir, donc c'est plus EAF0 parce que ce qu'on a fait, c'était on a regardé gauche, on est allé sur A000 et on a récupéré cette adresse de cette case-là. Et donc, si un int vaut 4 bytes, on n'est pas garanti que ce soit le cas, mais typiquement, ce qu'on va retrouver, c'est l'adresse. Ici, ça va être A004. Et du coup, là, on dit, bah, maintenant, on pointe sur cet espace-là. Cet espace-là, si vous vous souvenez, c'est toujours des struct node étoile. Et du coup, lui, il va être de type struct node étoile étoile. Donc, un pointeur de node. Il est quelque part dans la mémoire, mais on n'a pas besoin de savoir. Et ensuite, il va utiliser ça. Est-ce que étoile A004, donc on va déréférencer, est-ce que cet espace vaut nul? Oui. Et donc, on fait notre malloc, c'est ce que j'ai fait avant. On regarde qu'il y a bien une adresse, sinon on plante. Et ensuite, on initialise les 3 cases de malloc. Donc, je vais, et puis nul et nul. Et puis, je finis. Ah oui, je stocke la valeur de malloc maintenant ici. Puis, il va avoir B000. Comment ça va? Il est fou zoom. Là, il bouffait toutes mes CPU. OK. Du coup, là, j'ai initialisé la valeur et tout. Si ce n'était pas là, par exemple, si on ajoute un 55, on va tomber dans le cas où c'est à droite. Okay? Donc, à l'ajout de 55, il va regarder initialement, est-ce que l'arbre vaut nul? Non, il vaut un truc. Est-ce que 55, c'est plus grand ou plus petit que 42? C'est plus grand. Et du coup, il va regarder ensuite cette case. Est-ce que ça vaut nul? Oui. Il va créer la cellule. Et puis, il va mettre 55, nul et nul. Okay. Pour tomber dans ce cas-là, c'était cette partie du code. Si c'est pas plus petit ou égal, ça veut dire que c'est plus grand. Et dans ce cas-là, on n'allait pas regarder la gauche, mais La droite. oh non, pas besoin d'accolade, je pense que c'est bon. Je vais juste faire un petit coup d'alignement. Voilà, tout est aligné. OK, du coup, ce que je disais avant, c'est que ce code-là, il mélange 2 choses. Une, c'est la recherche de l'emplacement et l'autre, c'est la construction des éléments et l'initialisation des éléments. La proposition, c'est qu'on sort ce code-là qui teste le malloc, qui fait le malloc et tout ça, on le sort. Ça nous permet d'identifier plus facilement les endroits où on fait des mallocs, parce que c'est important. Et puis, ça sépare la recherche de la création des nœuds. Et du coup, si je le sortais, ça me fait un code un peu comme ça. On va garder le même nombre de variables, comme ça, on n'est pas embêté. Par contre, monsieur, ça va pas aller là parce que dans construction arbre en bas, vous mettez plus de paramètres en entrée que dans votre définition haut. Ouais, on va corriger ça. On va passer gauche et droite. Okay? Ça nous permet d'avoir un truc un peu plus extensible. Voilà. Et au lieu de directement initialiser nul et nul, on va initialiser avec gauche. Et voilà.
Je refais un petit coup de formatage. Et c'est bon. OK. Du coup, ici, on fait le malloc. On a un code qui s'occupe de malloc et l'initialisation du nœud et pas plus. Et ici, notre algo d'ajout, il est simple. On regarde, si on est sur un élément vide, on sait qu'on doit insérer là. Sinon, on regarde à gauche, sinon on regarde à droite. Il y a 3 options. Soit on insère, soit on regarde et on continue à chercher. Pas plus que ça. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Non, ça va. Non, ça va. OK. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Il y avait l'algo existe aussi qu'on peut faire. OK. Si on fait une recherche dans l'arbre, c'est ce que moi je l'appelle souvent existe, juste pour qu'on cherche dans un arbre A l'élément X, et puis forcément ça retourne une booléenne. Dans existe, je regardais si l'arbre est vide, je sais qu'elle n'existe pas. Et sinon, je regarde est-ce que je suis sur la valeur. Si ce n'est pas la valeur, je regarde à gauche ou je regarde à droite. Okay? Et si c'est la valeur, je retourne vrai. Sinon, je retourne ce qui est renvoyé des appels à gauche ou droite. Si on revient sur ce code-là, ce que je n'avais pas finalisé de faire, c'était de donner les adresses suite au malloc. Voilà. Et là, j'ai un arbre avec 3 éléments. Par contre, monsieur, nous, notre code, il ne prend pas en compte si on ajoute un 56. Un 56? Parce, Quoi? Ouais, vas-y. parce que là, dans votre schéma à droite, vous avez fait 42, 30, 50, 55. Mais si on ajoute Ouais. 56, le 56, il doit être placé avant 55. Non? Non, si on fait, ben on le fait, si tu veux. Tu veux faire 56, c'est ça? Oui. OK. Du coup, j'ai un peu de mal avec le PC. Il devient assez lent. Ah, catastrophique. OK. Du coup, ici, premier appel à jour, ça va être 56. Ça te convient? Du coup, V vaut 56. D'accord. OK. Ici, P arbre vaut l'adresse de l'arbre initial. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans notre code, on va regarder est-ce que A00 est égal à nul? C'est le premier test à la ligne 33. Non. Okay. Donc, on va passer V plus petit égale à val ou est-ce que c'est plus grand? Et donc, 56 est plus grande que 42, on va regarder à droite. Ici, deuxième appel à joue. On va refaire la même chose et donc on va le placer en dessous, en fait. Voilà. P arbre va valoir C000. Et les deux types struct, node, étoile, étoile. Et puis on a V qui vaut toujours 56. Ensuite, il va regarder, est-ce que 56 est plus grand? Est-ce que déjà C000 vaut nul? Non, ça vaut C000. Du coup, il va regarder la valeur existante. Est-ce que 55 c'est plus petite ou plus grande que 56? C'est plus petite, donc on sait que le 56 va à droite. Donc, troisième appel, on va passer cette adresse-là. Du coup, ajout, il rappelle ajout. C'est la ligne ici 40. Okay. On a testé, est-ce que V56, c'est plus petite que 55? Non, on va dans le else. On va sur la droite. Du coup, il va rappeler ajout. Et cette fois, P arbre, il vaut arrobase C00. Et si c'est pas, OK, ça va être B, C00B. Okay. Pourquoi C00B? C'est parce qu'on a environ 4 bytes ici.
Ça dépend après des systèmes. Et il peut y avoir aussi du packing. Il ne faut pas faire les calculs comme ça vous-même. Il faut laisser le compilateur le faire parce qu'il peut aussi remplir des espaces vides et optimiser d'autres trucs. Okay? Donc, vous n'êtes pas garanti que le calcul marche. Mais typiquement, on a 4 bytes pour ça. Sur mon PC, j'ai 8 bytes pour un pointeur. Donc, ça fait 12. Si vous vous souvenez, c'est C. Oui, j'ai fait B. Et donc, ça va être C0012. Mais en hexadécimal, c'est C. Parce que A est 10, B vaut 11 et C vaut 12 en hexadécimal. Donc ici, l'adresse passée, ça va être C00C, quelque part dans la mémoire. Et puis V vaut toujours 56. On va tester. Est-ce que C006, donc étoile C006, c'est notre appel ici, ligne 33, est égal à nul? Ben, on a référence, elle vaut nul, et du coup, on fait l'insertion juste là. Et on passe bien C006 à la fonction consarbre. Du coup, il va créer notre cellule quelque part. Je peux l'appeler D0, je peux lui donner l'adresse. Il va mettre la valeur de 56, de nul. Et puis l'ajout, ce qu'il a fait, c'est que à étoile C006, donc on est là-bas, il va donner la valeur de D000. Okay? Donc le 56 est à droite si vous voulez du 55. Monsieur, vous pourriez juste nous dessiner l'arbre parce que j'arrive pas très bien à le visualiser là, à quoi il ressemblerait. Oui. Je le fais en petit ou tu veux plus grand? Non, non, petit, ça ira très bien. OK. Du coup, on a une variable arbre dans le main. Je vais peut-être tout refaire. On a variable arbre dans le main, c'est cette variable-là. Et elle pointe sur un nœud qui vaut 42. À gauche de 42, donc ça, c'est la valeur de gauche. À gauche, elle vaut quelque chose, elle vaut 30. 30, c'est nul et nul, donc sa gauche et sa droite, ils n'ont rien. Ensuite, sur le A000, on avait des valeurs de droite, donc c'est C000 qui vaut 55. Okay. Ensuite, à gauche, c'est nul. Et à droite, elle vaut quelque chose. Du coup, c'est D000 qui vaut 56. Ça, c'est l'arbre qu'on a pour le moment. Ok, donc en fait, en fonction de l'ordre dans lequel on appelle les fonctions ajout, on n'aura pas le même arbre. Je pensais que ça allait être Oui, ordonné. ah non, 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 tu n'as pas de garantie, ça fait de l'insertion comme ça. Ok. Si on rajoute un 19, ça va être à gauche, à gauche. Si on rajoute un 20, ça va être à gauche, à droite. Mais si on faisait exactement l'inverse, 20, ce serait à gauche, et le 19, ce serait à gauche, à gauche, à gauche. Je sais pas Ouais, si tu ok. vois le... Ouais. Ok. Merci. Oui, du coup, c'est ça qui a tendance à déséquilibrer les arbres, c'est qu'on a rarement une insertion parfaite qui va nous garantir l'arbre équilibré. Et du coup, si vous ajoutez des éléments et ensuite vous supprimez, ça devient de plus en plus déséquilibré. Du coup, il y a des opérations de rotation comme dans le petit schéma que j'avais montré, le GIF animé, qui faisait des rotations. OK. On peut faire exist sur un arbre un peu similaire. On était là-dessus. Du coup, exist va prendre l'arbre et l'élément qu'on cherche. Simple. On va regarder si c'est vide, on sait que ça n'existe pas. Si c'est pas vide, on va regarder est-ce que j'ai trouvé la valeur? Et si oui, je finis. Sinon, je continue à chercher. On a fait 55. Ça, je vais supprimer parce qu'on n'a pas fait. Du coup, ça, c'est l'arbre qu'on a. Et vous voulez regarder quel... vous voulez chercher quelle valeur? Je sais pas, 30. Bon.
OK. Est-ce que exist va modifier l'arbre ou elle va juste la consulter? Non, juste le consulter et se balader dedans. OK. Donc, une copie de l'arbre, ça nous suffit. On n'a pas besoin de récupérer l'adresse de la valeur de la variable arbre. Et donc, c'est une booléenne, on va retourner quelque chose. Exist va prendre, comme ça va être une copie, puis la valeur qu'on cherche. OK. On revient peut-être sur l'image qu'on avait de l'arbre. Bah, là aussi, on doit regarder si les pointeurs ils sont nuls. OK. Du coup, on a une copie d'arbre et on va pointer sur le premier élément. On va regarder déjà, est-ce qu'elle existe, cette... est-ce qu'elle n'est pas nulle, en fait, l'arbre? C'est toujours le premier truc. On peut utiliser notre fonction auxiliaire vide qu'on a implémentée juste en haut, qui fait juste un test arbre égale à nul. Okay? Fait rien d'intéressant. Si elle est vide, on a dit qu'on n'a pas Oui. trouvé. Okay? Si elle n'est pas vide, on continue l'exécution. Donc, petit rappel pour ceux qui ont utilisé des return pas forcément très bien dans l'exo, c'est si je fais un return et que je suis dans un if, le code après le if, il ne s'exécute pas. Okay? Le return va couper l'exécution. Si je suis dans un while et que je fais return 6 par exemple, le while, il s'exécute jusqu'au return et puis il arrête de s'exécuter, il va sortir. Et il ne sort pas non seulement du while, mais le return, il va sortir de toute la fonction. Okay? Donc, même des choses qui seraient un printf qui serait par là, il ne va plus s'exécuter. Okay? Ce printf, il ne s'exécute plus parce qu'on a déjà fait le return. Si vous faites un break, ça j'ai vu aussi dans les exos, si vous faites un break dans un while, le break va couper le while, mais il ne va pas sortir de la fonction. Du coup, ce printf-là, il s'exécute. Juste un petit rappel sur le return et les breaks. Du coup, les breaks, ça te permet de sortir d'une boucle, mais ça ne sort jamais de la fonction. Et le return, ça sort de toute la fonction, peu importe où on l'appelle. OK, je vais revenir. Du coup, si on a un élément, on va tester est-ce que je suis déjà sur l'élément que je suis en train de chercher. Du coup, l'élément que je cherche, c'est val. Oui. Est-ce que V est égal à val? En gros. Est-ce que la valeur que je cherche est dans le nœud sur lequel je suis? Et dans ce cas-là, par exemple, arbre vaut pointe sur le 42. Est-ce que le 42 est égal au 30 qu'on cherchait, je crois, dans le main? C'était le 30. Et dans ce cas-là, donc on va faire un if. Donc, je vais laisser ça juste 2 secondes. Je sais que le 42 sur lequel je pointe n'est pas le 30 que je cherche, que je vais faire attendre. Je suis dans le cas de else. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais explorer donc soit la gauche, soit la droite. Okay? Donc, si on est plus petit, on explore la gauche. Si on est plus grand, on explore la droite. Parfait. Donc, si je suis plus petite que arbre de Val, on va explorer la gauche. Donc, je vais faire un appel récursif sur la gauche. Je pense que... Et OK. Du coup, si je suis plus petite, j'explore la gauche. C'est exactement le cas. Le 30 que je cherche est plus petite que le 42, donc j'explore la gauche. Quand je fais mon deuxième appel, arbre, j'explore la gauche. Donc, le nouveau arbre, quand je rappelle,
j'ai un nouveau variable arbre dans la deuxième appel à la fonction existe. Elle va pointer sur le 30. Il va dire, est-ce que le 30, c'est l'élément que je cherche? Oui. Dans ce cas-là, où 30 égale à 30, j'ai envie de dire, oui, j'ai trouvé l'élément. OK? Et du coup, comment je dis que j'ai trouvé l'élément? Je fais un return de 1. Et j'ai trouvé l'élément. OK? Ce qui va manquer, par contre, c'est que ici, j'ai appelé exist une fois du main, et ensuite exist, ça appelé lui-même. Donc, c'est un peu comme l'ajout qu'on avait. Il faut que je n'oublie pas de dire que la première fois que j'ai appelé exist, il va retourner le résultat de l'exploration de gauche, ou il va retourner le résultat de l'exploration de droite. OK? Et je pense que là, on est bon. Donc, si vous regardez ce code-là, j'ai un if. Si c'est vide, je retourne 0. Si j'ai trouvé l'élément, je retourne 1. Je n'ai plus besoin de cet else parce que ce retourne 1, il retourne déjà, il va couper l'exécution. Du coup, si c'est vide, je retourne 0. Si je veux trouver l'élément, je retourne 1. Si l'élément est à gauche, je retourne le résultat de l'exploration à gauche. Si l'élément est à droite, je regarde à droite et je retourne le résultat de cette exploration à droite. Et dans tous mes schémas d'exécution, j'ai bien un return parce que ma fonction me demande toujours un int. Donc, on ne peut pas avoir un schéma où on n'a pas fait de return parce que le compilateur ne va pas être content. Il y a des questions sur exist ou pas? Non, ça va. OK. Je pense qu'un print, c'est plutôt simple, non? J'imagine que vous sauriez faire un print. Qu'est-ce qui est peut-être plus intéressant? Je peux faire un exist en itératif, parce que là, on fait en récursif, mais ça donne une idée de à quoi ça ressemble un code itératif en arbre. Ou on peut faire aussi la libération de la mémoire. Des idées? Des préférences? OK. Juste pour le free. Regardez, dans notre arbre tout bordélique ici, j'avais fait un malloc pour cette nœud-là. J'ai fait un malloc pour l'autre nœud ici. J'ai fait un malloc pour le nœud là-bas. Et j'ai fait un malloc pour la feuille ici, le 56. À votre avis, dans quel ordre il faut faire les free, la libération de la mémoire? Il faut aller du bas et remonter à chaque fois. Voilà. Mais notre pointeur initial, il commence toujours par le haut parce qu'on pointe sur la racine de l'arbre. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est il faut d'abord explorer à gauche jusqu'à arriver aux feuilles. Et du coup, on fait une exploration G et on libère les feuilles. Et ensuite, on libère la droite et à la fin, on relibère les racines. Comme ça, par exemple, je vais d'abord libérer tout l'arbre B000 et ensuite tout l'arbre C000 avant de détruire ma cellule actuelle. Si je fais un free de ma cellule actuelle, de mon nœud actuel, je vais perdre les pointeurs qui pointent sur le reste de l'arbre. Donc, forcément, on doit faire à l'inverse de comment on a fait les malloc. Sinon, nos pointeurs, ils s'en mêlent. C'est la même chose qu'on fait avec les listes ou avec les autres choses. Est-ce que vous voulez faire ça ou on fait exist en itératif? Bon, on peut faire les free. OK, très bien. Donc, il va falloir tester si les deux pointeurs sont nuls. Et dans ce cas, on fait le free de ce qu'on a. Ouais. OK. Le free a juste besoin du pointeur. Le free, il a besoin de modifier la valeur du main parce qu'il va libérer les zones mémoire. Potentiellement, il peut taper ici. Il y a deux façons de l'implémenter. Soit le free met à nul tout l'arbre automatiquement, soit vous le faites manuellement. Et je vais le faire manuellement. Comme ça, on voit ce qu'on doit faire.
Dans ce cas-là, il va passer sur toutes les cellules, toutes les nœuds. Il va faire un free de la mémoire, mais il ne remet pas les pointeurs à nul. Du coup, il ne va rien changer sur les pointeurs. Il va juste libérer la mémoire. OK. Première chose à tester, c'est if si l'arbre vaut nul, ça veut dire que c'est vide. Je n'ai pas grand-chose à faire. Il n'y a pas zéro parce que c'est un bug. Okay? Si l'arbre est vide, je finis parce qu'il n'y a plus rien à explorer. C'est typiquement le cas, on commence avec le 42, on regarde à gauche, on est sur le 30, on regarde à gauche. Et ici, en fait, ce pointeur-là, il vaut nul. Du coup, on est là. Quand il vaut nul, on revient. Okay? Ce n'est pas la peine de continuer. Donc ici, je reviens avec mon return. Si, si elle ne vaut pas nul, ça veut dire qu'on doit détruire à gauche. Du coup, on fait free arbre 2, arbre de gauche. Et ensuite, donc, on fait à gauche, on fait à droite. Et à la fin, du coup, j'efface à gauche, j'efface à droite. Et quand j'ai fini, je détruis le nœud sur lequel je suis. Et puis, je reviens. Du coup, pour détruire le nœud sur lequel je suis, j'utilise la fonction free, qui est l'inverse du malloc. Okay? Et ça, il a exploré à gauche, il a exploré à droite. Une fois qu'il a fini, il s'est détruit lui-même. Okay? Et puis, il va retourner. Donc, ici, cette fonction à la fin, je n'ai pas besoin de le faire, mais je peux l'indiquer. Je fais un return de rien. Du coup, quand le 30 il s'est libéré, il va monter sur le 42. Le 42, il était en train d'explorer la gauche, donc il va explorer la droite. Le 55 va explorer la gauche. Il va trouver un nul. Du coup, il va revenir. Il va explorer la droite. Il est sur le 56. Le 56 va explorer sa gauche, il va explorer sa droite, nul et nul. Et ensuite, il va se libérer, lui. Donc, c'est le deuxième à partir, c'est le 56. Et quand il revient, le 55, il a exploré gauche et droite déjà. Il se libère et puis il revient. Le 42, il a exploré gauche et droite, donc il se libère. Donc, on a sur le free, on a le parcours G de gauche, droite et racine. Donc, gauche, droite, et puis ça, c'est la fonction free qui est l'inverse du malloc. On a fait malloc sur toutes ces zones-là. Là, on les libère. Est-ce que vous avez un autre code que vous voulez faire ou on fait en itératif ou on laisse là? Si vous voulez, je veux copier le... Il y a des questions sur le free ou pas? Non, non, je pense pas. OK. Donc, regardons rapidement, si vous voulez. Est-ce que vous préférez vide ou que je mette arbre égal à nul? C'est clair que c'est la même chose pour tout le monde? Vide. OK. Ah, Je arbre, c'est le vous premier montre. pointeur. Ouais, en fait, non, il n'y a pas de... J'ai juste copié un code que j'avais déjà, mais en fait, le node ou arbre, c'est exactement la même chose, donc j'aurais dû faire un truc comme ça, non? C'était ça ta remarque? Ah, ok, d'accord, oui. Ouais, je vais utiliser la même terminologie. Node, c'est pas grave. Voilà. Là, j'ai la même terminologie. Ici, on est sur un cas un peu différent. Qu'est-ce que j'avais avant? 42, 30, 55, 56.
OK. Ici, dans le cas de l'itératif, on n'a pas les appels récursifs et du coup, on va utiliser que des variables locales à la fonction. Du coup, je vais utiliser ma variable arbre que je passe ici en paramètre et je vais la réutiliser chaque fois. OK? Et en fait, c'est cette variable-là qui va avancer. Je vais essayer de le faire avec ces valeurs-là. Et du coup, j'ai ma fonction existe itératif qui a une variable arbre et puis la valeur qu'on cherche, c'est V. Et V vaut, je ne sais pas, vous voulez chercher le 30 encore une fois? On commence avec le 30. OK. Dans un premier temps, quand on appelle existe itératif, on passe une copie, c'est pareil que l'existe normal, on passe une copie vers le premier élément de l'arbre. Et on va regarder, est-ce que le premier élément est la valeur que je cherche? Si oui, je sais que j'ai trouvé ce que je veux. Sinon, je suis obligé d'explorer à gauche ou à droite. Okay? Donc ici, j'ai mon if. Est-ce que 42 est égal à 30? C'était le premier test. Non. Du coup, est-ce que 30 est plus petit que 42? Oui, j'explore à gauche. Donc, au lieu de faire un appel de fonction avec la création de tous les contextes et tout ça, ce que je vais faire, c'est je vais changer la valeur de arbre, de ma variable arbre. Et du coup, je vais lui dire, bah, maintenant, toi, tu pointes ici. Arbre est égal à arbre de gauche. Avant, il valait 42. Arbre de gauche est le 30. Et donc, je dis maintenant, arbre vaut arbre de gauche. Et comme c'est itératif, je boucle dans la même fonction. Est-ce que le 30 est vide? Non. Et du coup, je teste. Est-ce que 30 égale à 30? Oui. Et je retourne 1. Okay? On va tenter peut-être une deuxième fois avec une autre valeur. On peut faire le 48. Okay? Commence l'algo, pointe sur 42. Je reviens ici, arbre pointe sur l'arbre 42. Est-ce que l'arbre est vide? Non. Du coup, ici, est-ce que V est égal à arbre de Val? Donc, est-ce que 48 est égal à 42? Non. Est-ce que 48 est plus petite que 42? Non. Et du coup, j'explore la droite. Et donc, je vais changer arbre de droite. C'est cette partie-là. Donc, c'est le 55. Et du coup, je fais pointer ma variable arbre maintenant sur le 55. Et puis, je boucle. Je reviens ici. Est-ce que c'est vide? Non. Est-ce que c'est la valeur que je cherche? 48 égale à 55? Non. Est-ce que c'est plus petite? Est-ce que 48 est plus petite que 55? Oui. Et du coup, si vous regardez le 55, le gauche, il vaut nul. Et du coup, il va récupérer cette valeur-là. Arbre est égal à arbre de gauche. Et du coup, lui, il va valoir nul. Okay, c'est la gauche de 55. Et puis, on reboucle. Est-ce que le arbre vaut nul? Oui. Et du coup, je finis et je retourne 0. Parce que le 48 n'existe pas dans l'arbre. Okay. Est-ce clair pour tout le monde, l'algo ou pas? Oui. Ouais. OK, très bien. Il y a des questions sur le cours? Les trucs de base? Même si c'était pas clair? Rien? Ceux qui n'en parlent pas, c'est que si vous n'en parlez pas, c'est que vous avez tout compris. OK. Du coup, il nous reste 2 TD. Et avec l'alarme incendie de l'autre jour, on a pris un peu de retard avec le TD2. Mais je pense que vous avez une bonne demi-heure de retard par rapport au TD1 qui avait un peu d'avance. Demain, on va essayer de finir l'exo. Je vous ai demandé de faire, je pense que c'est l'ajout, l'algo d'ajout dans la file d'attente, dans le tableau de file d'attente pour ajouter un processus avec une priorité spécifique. Il faut vraiment que vous tentiez de faire ça. Si vous n'y arrivez pas, demain, on en parle, on va résoudre l'exo, mais il faut que vous ayez bien essayé de comprendre.
Sinon, ça va être compliqué. Ensuite, je crois qu'on a 2 algos à faire demain. On peut faire init, ajout, et je crois que c'est sous pression. Donc, le get qui récupère le processus le plus prioritaire de notre tableau de processus. Rien de très compliqué. Une fois qu'on aura fait cette partie du TD, on ne va pas faire la partie pile, on va passer sur un autre sujet qui est un ancien DS d'il y a de nombreuses années. Et c'est un exo où on va comparer une matrice avec une liste chaînée. Si vous voulez, c'est un vecteur de liste chaînée. On va voir les trade-offs. Et puis ensuite, les TD sont finis. On aura fait tous les exercices. Dans les TP, il vous reste quand même pas mal de TP. Et il y a un TP sur les arbres. Il y a un TP avec table d'achage. Donc, c'est un cours que vous n'avez pas encore fait. Vous avez il reste 2 cours. Une, ça va être sur les tables d'achage avec M. Aranega. Et puis, on va faire Git. Et ce cours-là, on ne va pas travailler les structures de données, on va travailler l'outil Git. Okay? Du coup, c'est pour vous dire clairement qu'on est à la fin de tous les cours et tout ce qu'on va prendre. Et il va rester que des TD à faire. Et je pense que vous avez 7 TD à faire sur des structures de données. Bon, sur les 7, il y a un TD qui est l'outil GDB pour débugger. Donc, ce n'est pas sur les structures de données. Et on a aussi un TP sur Git. Okay? Donc, en tout, il y a 8 TP restants. 2 sur des outils. Donc, ça vous fait 6 TP sur les structures de données. Okay? Donc, c'est pareil, on est assez bien avancé. Donc, vous êtes encore à temps de rattraper si vous avez un peu de retard ou un peu de mal. Okay? Mais il va falloir travailler un peu plus. Et si vous avez des questions, utilisez le Discord et utilisez les outils pour communiquer. Moi, je vous préviens que les semaines à venir, j'ai beaucoup moins de temps. Donc, pour les gens qui ont profité, c'est très bien. J'ai essayé de corriger les codes et tout ça. Mais les semaines à venir, j'ai beaucoup moins de temps pour vous. Et du coup, je vais être moins réactif sur les solutions et tout ça. Du coup, il faut s'entraider un peu plus et puis demander aussi l'intervention des autres collègues qui font partie de... Demain, pour l'exo, j'ai proposé hier avec Émeric de inverser. Du coup, si vous êtes d'accord, on fait un liste chaînée pour le TD1 et un exo liste contiguë pour le TD2. Ça vous convient? Ouais. Oui, ça va. OK. Bah, s'il n'y a pas de questions, je vous Moi, libère. moi, j'avais une Ouais. question, monsieur. Concernant les petites interros qu'on fait, déjà celles qu'on a fait, est-ce qu'on a un moyen de savoir où est-ce que c'est améliorable? Ou est-ce que ça va vous demander trop de temps si on doit venir vous demander? Bah, si vous voulez, faites un... On peut faire de plusieurs façons. Moi, je peux vous retourner vos feuilles Mhm. parce que je n'ai pas de cheminée, du coup, ça ne sert à rien. Et vous avez, je n'ai pas le temps d'expliquer individuellement tous les problèmes à tous, mais vous avez des petits traits que j'ai fait dessus. Mhm. Sinon, vous pouvez prendre une photo avant de me rendre les copies demain. Vous prenez votre téléphone, vous faites une photo et puis vous essayez de le résoudre entre vous. Sur Discord, par exemple, vous regardez vos solutions et puis entre vous, vous aidez. Comme ça, vous arrivez à une solution qui est complète. Parce que moi, je peux vous fournir une solution parfaite, mais ça vous fait travailler pas beaucoup si vous faites que recevoir du code. Ouais, ouais. Après, récupérer la copie avec juste des traits sur les petits points qui vont pas, ça nous force à réfléchir sur pourquoi c'était pas bon et je pense que ça peut être bien. OK. Parfois, je fais des traits où c'est pas important, c'est juste je fais des traits pour moi, parce que je me fais un peu chier. Donc, je fais des traits sur vos copies, mais je vous préviens, hein, c'est pas parce qu'il y a un trait que c'est forcément mauvais, mais les trucs qui sont encerclés, c'est souvent des trucs qu'on peut améliorer. D'accord, ok. Du coup, si vous voulez faire entre vous une solution de l'exo et vous le partagez sur le Discord et vous travaillez comme ça me convient parfaitement. D'accord. Si vous voulez prendre en photo votre copie avant de le rendre, ça c'est pareil, comme ça vous pouvez comparer à une solution que vous avez travaillée. Et si ça vous intéresse, je vous amène demain toutes les copies. D'accord. Moi, ça me va. C'est vous qui ferez les deux TD, monsieur? Ben, j'espère pas. Je ne me suis pas encore organisé avec Jérémy. Ok. Ouais. Ah non, donc demain, c'est Jérémy qui fait son TD.
Je ne sais pas s'il va vouloir les évaluer, mais j'espère qu'il veut. Ok. Donc, normalement, il est pas compliqué, Jérémy. Donc, du coup, j'attends. Je pense il va évaluer vos exos la prochaine fois. D'accord, super. Merci beaucoup. Ok, très bien, Amérique. D'autres questions? Oui, ce vendredi en TD, on fait le TP Git ou on fait le TP3 sur la liste chaînée? Non, oui, liste chaînée. D'accord. Ok. On va faire Git. Attends, si vous voulez, je regarde bien le calendrier. Il me semble qu'on va faire Git à la fin. Il reste 2 CM, c'est toujours les mardis. OK. Du coup, on fera, je pense que TP Git le mardi 30. Et puis, on fera le TP sur Git le vendredi 2. Ou peut-être le jeudi 1 pour le TD1 et puis vendredi 2 pour le TD2. Ce TP, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise encore avec Git ou le système, faut un peu le travailler avant. Ou pas forcément avant, mais vous n'allez pas forcément finir dans les 2 heures. Si vous êtes déjà à l'aise un peu avec le terminal, avec les commandes de base, et que vous avez fait déjà un tout petit peu de Git, ça va. Vous finissez bien en 2 heures, il n'y a pas de problème. Mais pour les autres, ça peut prendre un peu de temps. Ce que je peux vous proposer, en particulier pour Git, c'est le mardi 30, vous avez de 10 heures à... tiens, le mardi 23 et le mardi 30, si vous voulez. Vous avez ces 2 heures-là de 10 à 12 qui sont vides. Donc, au lieu de déplacer le CM et faire de 10 à 12, on peut faire ça si vous préférez. Vous voyez avec M. Redon. Mais sinon, on peut travailler aussi, démarrer les TP ou faire une session de TP où moi je suis en ligne, peut-être M. Arnega, je ne sais pas s'il sera dispo. Et puis, vous démarrez les trucs et on essaye de vous aider. Et comme ça, quand on est en présentiel, tous les problèmes qui vous ont bloqué, on les traite rapidement. Je ne sais pas si ça vous intéresse de faire du bénévole de 10 à 12 sur soit le TP Guide, soit 2 TP, parce que vous avez 2 mardis. Mais moi, je peux vous donner les 2 heures de plus de mon temps, si ça vous intéresse. Surtout celui de Git, comme ça, c'est bien frais. Vous faites CM de Git de 30 et puis TP tout de suite. Et ça vous fait avancer. Si vous finissez ce TP-là, le vendredi 2, vous êtes sur les TP des structures de données. Bon. Ça, c'est une proposition. Si ça ne vous intéresse pas, on ne fait pas ça. Hein. Je pense qu'on va en parler avec la classe et on vous dira ça. OK, ça marche. Mais en particulier, celui de Git, c'est bien d'enchaîner. Mais pour ça, il faut que vous que vous ayez soit accès à Polytech pour la ligne de commande, soit que vous ayez installé Git avant. C'est la seule condition. OK, d'autres questions? Sinon, globalement, comme j'ai dit à vos collègues qui étaient là à 8 heures, c'était que pour l'exo initial, ça allait. La majorité des gens, ils comprennent et tout ça. Il y a quelques personnes qui ont mélangé liste contiguë avec liste chaînée. Et du coup, on avait des tableaux et ensuite des pointeurs. C'était un peu bizarre. Mais à part ça, il y a quand même des détails. On va pas dire le contraire. Mais je n'ai pas vu beaucoup de cas très compliqués. Ok. Aussi, l'exo n'était pas très compliqué. Du coup, les exos futurs, ils sont un peu plus durs. Demain, on fait un truc simple. OK? Ne soyez pas inquiets. Mais après, il faut quand même augmenter un tout petit peu le niveau. Comme vous pouvez imaginer, sur les exos d'arbres, ça risque d'être un peu plus dur. OK. D'autres questions? Bon. Bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée à vous aussi. Au revoir. Bonne journée, au Bonne revoir. journée. Au revoir.